Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Sommaire de cette édition, le chef de l'État a reçu ce jeudi au Palais de la Marina les responsables des centrales et confédérations syndicales. Les échanges ont porté sur les 30 heures de cours par semaine attribuées aux aspirants au métier d'enseignant. Où en est le Bénin dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable? Pour l'heure, la question du financement est toujours sur le tapis chez les acteurs de l'écosystème des ODD s'y penchent. Une localité de plus soit sur la liste des bénéficiaires du projet d'adduction en eau potable par le gouvernement. Il s'agit de Zivier dans la commune d'Abomey-Calavi. Un centre de pompage et de traitement d'eau a été inauguré. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30 heures de cours pour les enseignants préinsérés. La question était au cœur d'une séance de travail ce jeudi au Palais de la Marina. Patrice Talon a échangé avec les acteurs sociaux en présence des ministres des 3 ordres de l'enseignement et d'autres membres du gouvernement. Les précisions avec Jérôme Hongbo et Jean Nombimer. Mu par le souci d'intérêt général et la cohésion sociale, le président Patrice Talon a invité les partenaires sociaux et les associations d'enseignants. À l'origine de cette rencontre, les remous nés de la dernière décision relative à la masse horaire pour les enseignants aspirants. Le chef de l'État fait l'état des lieux. Nous avons jusque-là, jusqu'à l'année scolaire écoulée, déployé les enseignants disponibles dans la base et un complément a pu être fait chaque fois dans les localités, dans les établissements, à ce que les uns et les autres ont sous la main. De sorte que cette façon de fonctionner compromet totalement l'objectif. C'est à quoi? De sélectionner des gens, d'évaluer des gens, de dire que c'est ceux-là qui ont le minimum requis, à qui on peut compter les enfants dans les diverses disciplines, dans les diverses matières. Et une fois qu'on a fini, qu'on les a déployés, on constate donc qu'il y a encore un trou, et puis après on recrute qui on veut pour compléter ce nombre-là. Alors, déployer donc ce dont nous disposons, les aspirants dont nous disposons pour tenir les classes à l'intérieur du pays et peu partout, si telle est notre exigence, dans quelle mesure cela est possible, dans quelle mesure ce nombre peut être déployé pour satisfaire l'ensemble des heures de cours nécessaires. Si nous avons beaucoup d'enfants dans le pays qui sont à l'école, qui sont scolarisés, et que nous avons peu d'enseignants, on fait quoi? Est-ce qu'on décide que le peu d'enseignants qu'il y a, on essaie de les répartir et leur donner une masse horaire compatible avec les besoins? Ou bien on dit non, nous avons beaucoup d'enfants, nous avons peu d'enseignants, mais certains enfants vont rester sans professeur, sans enseignant. Ou que à certains, nous allons donner, les confier à des enseignants qui n'ont absolument pas le minimum de connaissances nécessaires. Ce serait même un crime contre certains de nos enfants, surtout que ceci fait souvent des enfants qui sont dans les localités éloignées des agglomérations. À cela s'ajoute le souci pour le gouvernement de changer le statut des enseignants dits vacataires vers celui qui leur garantit la sécurité sociale. C'est des gens dont nous avons besoin, dont le pays a besoin, qui ont un minimum de connaissances, de compétences. Mais depuis plus d'une dizaine d'années, ils sont employés, déployés, sans avoir la chance d'avoir une carrière d'enseignant
Ils peuvent travailler ainsi pendant 10, 15, 20 ans et finir sans avoir un minimum même de retraite. Cette qualité ne peut pas être entretenue par l'État. Celui qui est dans ce cycle-là, au bout de 10, 15, 20 ans, il peut finir sa carrière comme ça et ne pas avoir un sou à la fin comme retraite. C'est ainsi qu'au titre de cette rentrée, et pour finir de régler le problème, nous avons examiné le nombre dont nous disposons, le besoin en termes d'heures de cours, et l'arbitrage a donné une quantité d'heures de cours affectées par enseignant aspirant, je crois, de 30 heures. Le débat est ouvert. Les partenaires sociaux et les enseignants ont exposé leur compréhension de la nouvelle donne. Quand nous prenons ces 30 heures pour nos préinsérés ou ce qu'on appelle les aspirants aussi, l'enseignant, il travaille d'abord à la maison, il travaille en classe, et après la classe, il se retrouve encore dans une autre situation. Donc il doit se préparer à la maison. C'est là qu'il doit faire le gros travail. Surtout que nous sommes dans l'approche par compétence, il doit faire le gros travail à la maison. Même si ce n'était pas l'approche par compétence, on se prépare aussi à la maison. Mais ici, c'est encore plus exigeant. Sur le principe de résorber le déficit en enseignant, je crois que nous nous accordons. Sur le principe de faire en sorte que tous les enfants béninois accèdent à l'éducation où qu'ils soient, là aussi il n'y a pas de problème. Et je voudrais dire une fois encore que nous sommes disposés à faire ce travail pour qu'effectivement les éléments que nous avons, on puisse les verser à votre équipe et qu'ensemble on trouve les solutions qui permettent vraiment de juguler la situation. À la date d'aujourd'hui, si on donne les 30 heures, c'est que au moins 5000 enseignants à qui vous aviez déjà dit il y a quelques jours qu'ils allaient être reconduits vont perdre les heures qu'ils avaient. On peut faire mieux. Je suis persuadé que cet impact social, vous n'avez pas souhaité qu'il soit de cette qualité-là. Nous quitterons ici avec la joie au cœur pour annoncer à nos collègues préinsérés que notre papa nous a écoutés. À cette séance, l'ambition du gouvernement est dévoilée. Ne pas entretenir un contrat à la tâche et encourager la construction de la carrière. Les enseignants aspirants précédemment déployés peuvent être rassurés. Aucun aspirant déployé précédemment, déployé l'année dernière, et figurant effectivement la base de données ne sera laissé sur le carreau. Aucun. Aucun. Tous les aspirants qui ont été évalués quelques années précédemment et qui ont le niveau minimum requis, qui sont de la base de données, et surtout qui ont été déployés l'année dernière, seront tous reconduits. Voilà qui est bien dit. Encore 10 ans pour évaluer les objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies. Mais où en est le Bénin à l'heure actuelle? La question du financement perdu, les acteurs de l'écosystème des ODD se retrouvent pour définir le modèle adéquat. Eman Rodigamegan, Daniel Ada, pour plus de précision. Un monde plus juste, où il fait bon vivre. Les dirigeants de la planète se sont engagés en 2015 pour l'atteinte de 17 objectifs mondiaux, afin d'éradiquer dans les 15 années à venir l'extrême pauvreté, les inégalités, l'injustice et les changements climatiques. Mais à leur question, où trouver le financement? À l'horizon 2030, le Bénin se veut être au pas en s'appuyant sur les communes. Nous avions réalisé en 2019 ce qu'on appelle la spatialisation des 6 priorités des ODD qui a amené chaque commune à prioriser 10 cibles, n'est-ce pas, les plus importantes en lien avec leurs enjeux de développement et les potentialités. Donc, il est nécessaire maintenant d'évaluer le coût de la mise en œuvre de ces cibles. C'est pour ça que nous avons réuni ce parterre qui va permettre donc d'approfondir les réflexions nécessaires afin d'identifier les voies et moyens pour la mobilisation de ce financement. La vision est claire et le chronogramme établi. Mais chaque instant passé dans cette pièce rapproche de l'échéance 2030 qui semble à la fois si loin, mais également si proche. Les acteurs de l'écosystème des ODD veulent donc prendre le taureau par les cornes. Mais avant, il va falloir répondre à certaines préoccupations. Il s'agit pour nous
de nous poser la question de savoir si le Bénin exploite déjà suffisamment les différents modes et opportunités de financement du développement au niveau local, au niveau national. Et quelles sont les modifications qui sont intervenues dans l'environnement juridique et financier des communes depuis notre expérience de la décentralisation? Le Bénin a fait des progrès en posant en amont des actions qui se trouvent être aujourd'hui facilitatrices et avant-gardistes du combat contre la pauvreté. Elles ne sont donc pas passées inaperçues. Le Bénin est l'un des tout premiers pays à avoir réalisé l'étude relative à l'évaluation du cadre national de financement du développement qui a permis de renseigner sur les sources de financement les plus prometteuses à partir d'une approche analytique, holistique, bien définie. Ici présents, élus communaux et locaux, responsables des plans de développement à la base. Ensemble, ils vont chercher, trouver et élaborer le modèle de financement pour qu'en 2030, les disparités sociales soient des mots devenus moindres. On s'intéresse à présent à cette séance de sensibilisation des élus locaux et des populations portant sur les juridictions de fonds. C'est une initiative du ministère de la Justice, le point de Bénédicte Bossou et de Robert Copin-Redor. Elle n'était fonctionnelle qu'au niveau supérieur de la pyramide, à savoir la chambre administrative de la Cour suprême. C'est loin d'être un cours magistral, mais plutôt un creuset d'échanges entre acteurs judiciaires, élus locaux et membres de la société civile sur l'existence et le fonctionnement des chambres administratives au niveau des cours et tribunaux du Bénin. Au cours de cette rencontre, les élus locaux s'informent pour servir de relais auprès des populations en vue d'un meilleur accès à la justice. Il est nécessaire que la population et vous-même, élus locaux, dont les actes peuvent éventuellement être attaqués, soient informés de ce fait, de cette nouvelle réalité sur le terrain. C'est ce qui justifie l'organisation de ces séances de sensibilisation auxquelles vous avez bien voulu prendre part. Cet atelier, qui s'inscrit dans le projet d'opérationnalisation des chambres administratives, vise à faciliter l'accès des citoyens à la justice conformément aux objectifs du programme d'action du gouvernement. Le projet d'opérationnalisation des chambres administratives dans les juridictions du fonds a été identifié, formulé et mis en œuvre depuis 2018. Les activités exécutées à travers ce projet sont relatives, entre autres, au renforcement des capacités des acteurs judiciaires sur le traitement du contentieux administratif, ainsi que l'élaboration d'un plan de communication. La saisine des juridictions administratives, la procédure administrative et les voies de recours sont entre autres les thématiques abordées afin d'outiller les élus locaux sur les contours des juridictions administratives. Zinvier, un des arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi, rejoint la liste des localités bénéficiaires du projet d'adduction en eau potable porté par le gouvernement. À cet effet, un centre de pompage et de traitement d'eau a été inauguré par le ministre de l'Eau et des Mines, Ebeka Kendiaoundé, compte rendu. Le 25 janvier 2018, le gouvernement lançait à travers le ministère de l'Eau et des Mines la première phase d'un vaste projet. Apporter de l'eau potable à toute la ville d'Abomey-Calavi et ses environs. Un peu plus de 2 ans plus tard, Bodjoko, arrondissement de Zinvier, dans la commune d'Abomey-Calavi, est le théâtre de l'inauguration d'un centre de pompage et de traitement d'eau potable. Un centre équipé d'infrastructures modernes. On y distingue notamment 8 nouveaux forages entièrement équipés qui totalisent un débit de 1500 m3/h. Une station de traitement d'eau ultra-moderne de capacité 45 000 m3 jour, ici à Zinvier, que nous pouvons admirer de par son envergure. Un réservoir au sol de 3 000 m3 et une plateforme de 5 tours de dégazage de capacité totale 51 040 m3 jour. Un château d'eau de 500 m3 à Rotor. La fourniture et la pose de 28 km de tuyaux PHD de diamètre variant entre 280 mm et 710 sur le réseau d'adduction d'eau. Et la fourniture et pose de 103 km de conduite en PVC de diamètre 115 à 225 mm sur le réseau de distribution.
Et comme il est désormais systématique sur tous les nouveaux systèmes réalisés dans le cadre du PAG, nous avons également mis en place un système ultra moderne de gestion à distance et qui permet une exploitation optimale de ce joyau. La mise en service de ces infrastructures permet d'augmenter la capacité de production d'eau potable de 617 m3 par heure à 2100 m3 par heure, 3 fois plus de capacité. L'accès à l'eau potable s'en trouve ainsi élargi à tous ceux qui en étaient éloignés. Le centre de pompage et de traitement d'eau que nous avons en face de nous a été réalisé en moins de 2 ans, à la grande satisfaction de tous. L'eau est non seulement indispensable à la vie, mais elle est la vie elle-même. La réalisation de ce projet est la preuve suprême de la fidélité à la parole donnée, bien chère à son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. C'est pourquoi toute la population d'Abomey-Calavi, par ma voix, exprime toute sa gratitude et toute sa reconnaissance au président de la République pour ce projet effectivement réalisé qui améliore désormais le taux de désert en eau dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est donc avec une légitime fierté que je prends la parole au nom du préfet et des populations du département de l'Atlantique en cette solennelle occasion pour tout d'abord saluer le génie de ce grand homme, le président Patrice Talon, et lui exprimer ma reconnaissance pour son engagement et sa détermination à la réalisation d'actions concrètes visant le bien-être de ses concitoyens sur toute l'étendue du territoire national. D'un coût total de 26,8 milliards de francs CFA, le projet est financé par l'entreprise Sogea Satom dans le cadre d'un partenariat public-privé. Je peux donc vous enfuir, sans embâche et sans démagogie aucune, que la desserte en eau potable de la ville d'Abomey-Calavi s'est nettement améliorée et que la SONEB est disposée à vous fournir de l'eau potable en quantité et en qualité. Je voudrais profiter de la présente occasion pour rassurer toutes les populations du Bénin, où qu'elles se trouvent, que le gouvernement de notre pays, à travers le ministère de l'eau et des mines, ne ménage aucun effort pour apporter les solutions appropriées aux problèmes liés à l'eau potable qui se posent dans toutes les localités de notre pays. Dans la dynamique clairement définie par le PAG 2016-2021 de révélé, le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'eau, s'active avec méthode et abnégation pour répondre convenablement et durablement aux besoins en eau potable de nos populations des centres urbains, ainsi que des villages et hameaux les plus reculés de notre beau pays, le Bénin. L'accès intégral à l'eau potable dans tout le Bénin en 2021. Objectif prioritaire du gouvernement qui se concrétise à l'approche de l'échéance. Les phases 2 et 3 du projet devraient être lancées dans les tout prochains jours. Tous les arrondissements de Calavi Centre en seront impactés. La boucle d'eau potable y serait alors bouclée. Un centre de diagnostic médical a été aussi inauguré à Cotonou. Les Indiens apportent leur expertise médicale à travers ce centre d'imagerie de biologie. Plusieurs services médicaux seront offerts aux Béninois. Axel Dancy et Benjamin Denayon nous en disent plus. L'expertise médicale indienne prend quartier à Cotonou. Un nouvel espace sanitaire d'imagerie et de biologie s'ouvre au profit des Béninois. Le Bénin et l'Inde renforcent leurs liens de coopération dans le domaine de la santé. Ici, dans ce centre de diagnostic médical, se déploie toute une panoplie d'équipements médicaux. Une visite guidée des locaux permet de les découvrir. À l'actif de Primus Diagnostic, un spectre varié de services médicaux. Le secteur du laboratoire d'analyse biomédicale s'occupe de tout ce qui est analyse biomédicale. Nous pouvons recevoir des prélèvements sanguins ou le faire également au niveau du centre. Nous faisons des tests dans les principaux secteurs de biologie. Il s'agit du secteur d'hématologie, de la biochimie et de la microbiologie. Quand quelqu'un tombe malade et va dans un hôpital, souvent vous allez constater qu'on peut lui demander de faire la radio, de faire l'échographie ou de faire du scanner. Nous sommes là pour
offrir ces services, pour faire ces examens-là. Primus Diagnostic ainsi ouvert au public, le représentant du ministre de la Santé se réjouit de l'office médical et assure du soutien du gouvernement. À l'heure de la médecine basée sur l'évidence, c'est donc avec plaisir que nous accueillons Primus Diagnostic qui augmente notre arsenal diagnostique. Vous savez que les explorations diagnostiques, à savoir la biologie ou la radiologie, représentent un œil supplémentaire pour le médecin pour peaufiner son diagnostic afin de mieux prendre en charge les patients. Donc ce Primus Diagnostic, en nous offrant ce cadre et en nous offrant ces outils, cela augmente notre arsenal diagnostique au Bénin. Dans le rang des invités, satisfait à fleur de lèvres. C'est la cerise sur le gâteau parce que la biologie et l'imagerie à la fois, ça ne peut que soulager nos patients encore. Parce que un patient qui doit faire la biologie, s'il faut se rendre à un centre X et aller faire l'imagerie à un centre Y, c'est plus compliqué. Donc les deux à la fois, franchement, félicitations. Il s'agit quand même d'un centre qui est spécialisé dans le diagnostic médical. Et le diagnostic est très important en médecine. Donc, et de ce que j'ai vu un personnel mixte, autant étranger que béninois, un personnel qui m'a l'air très qualifié. C'est une fierté de voir qu'une structure comme celle-ci se développe et c'est très encourageant. Ça démontre que nous sommes en train d'aller de l'avant, nous sommes en train de promouvoir la santé. Et voilà, c'est pour nous qui sommes en train de sortir radiologue, je pense que c'est une très bonne chose et de voir qu'il y a de telles initiatives. Et voilà, c'est garant d'un avenir de plus en plus serein. À Primus Diagnostic, Béninois et Indiens se croisent dans le corps médical. Ce centre médical mise sur le diagnostic précoce et possède une filiale à Abuja. Le siège de ce centre est en Inde. Le 9 octobre, c'est la journée mondiale de la pause, une célébration qui intervient cette année dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, d'où le thème retenu pour cette année, bien plus que le Covid. Le ministre de la Communication de la Poste a délivré un message à l'occasion de cette journée. Il est au micro de Lének Agbazaou et de Ramatou Lawane. La célébration de la journée mondiale de la Poste cette année intervient dans un contexte particulier et inédit où sévit la pandémie Covid-19. Cette pandémie représente pour les opérateurs postaux de notre pays un immense défi à relever, notamment dans le domaine des services digitaux et de l'acheminement du courrier et des biens. C'est à juste titre que le thème retenu pour cette célébration par l'Union postale universelle est intitulé « Bien plus que le courrier ». Chers compatriotes, conscients du rôle moteur du secteur postal dans la vie socio-économique du Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a engagé des réformes aussi bien structurelles qu'organisationnelles pour faire face aux enjeux actuels et mieux préparer l'avenir. Pourvoyeurs par excellence de services de proximité, les opérateurs postaux doivent promouvoir l'innovation, l'intégration et un développement économique inclusif. C'est pour cela qu'avec le soutien et l'accompagnement de mon collègue du numérique et de la digitalisation, dont je salue la disponibilité constante, mon département ministériel encourage et soutient toutes les innovations d'offres de services postaux et les processus de transformation digitale actuellement en cours au niveau des opérateurs postaux reconnus au Bénin. Les évolutions technologiques, loin d'être une menace, constituent plutôt des opportunités à saisir par le secteur postal pour se reformer, se repositionner et offrir désormais une gamme de produits nouveaux à valeur ajoutée. Tel est le challenge du service postal aujourd'hui. La célébration de la Journée mondiale de la Poste me donne l'occasion d'exprimer, au nom du président de la République et de son gouvernement, notre volonté et notre détermination à faire de la Poste du Bénin SA
et des autres opérateurs postaux privés, des entreprises modernes, dynamiques, pourvoyeuses de ressources et créatrices d'emplois. Aussi, permettez-moi de saluer le dynamisme des autres intégrateurs postaux établis au Bénin pour leur contribution inestimable à l'innovation et à l'amélioration dans les prestations de services postaux dans notre pays. Chers compatriotes, à l'occasion de cette célébration, je formule le vœu que les liens de solidarité et de coopération entre tous les acteurs du secteur postal au Bénin s'affermissent davantage à travers une coopération productive afin de mieux garantir à nos populations des services postaux, financiers et numériques de qualité. International à présent, l'Allemagne compte de nouveaux cas de Covid-19. Le record de 6500 cas en 24 heures est atteint. Une situation qui inquiète les autorités sanitaires. La prix Nobel de la littérature 2020 est connue, âgée de 77 ans. L'Américaine a été récompensée pour sa voix poétique. Chris Atongodo pour les images. En Allemagne, le nombre de nouveaux cas quotidiens confirmés de Covid-19 a dépassé mercredi 4000 pour la première fois depuis avril, selon les chiffres publiés par l'autorité sanitaire. Je suis très préoccupé par la situation actuelle. Nous ne savons pas comment la situation en Allemagne va évoluer dans les prochaines semaines. Il est possible que nous voyions plus de 10 000 cas par jour. Il est possible aussi que le virus se propage de manière incontrôlée. Le record en 24 heures est de 6500 environ, atteint le 2 avril. Le ministre de la Santé a appelé à ne pas gâcher le succès de l'Allemagne jusqu'ici dans le combat de la pandémie, pays proportionnellement moins affecté que ses voisins, avec une mortalité en particulier nettement inférieure. Face à l'augmentation inquiétante du nombre de nouvelles infections, Berlin et le centre financier Francfort, où l'incidence se rapproche de 50, ont déjà annoncé mardi la mise en place d'un couvre-feu et une restriction des contacts sociaux. Dans la capitale allemande, la plupart des magasins ainsi que tous les restaurants et bars devront notamment fermer de 23h à 6h du matin à partir de samedi et au moins jusqu'au 31 octobre. Le prix Nobel de littérature pour 2020 est décerné à la poète américaine Louise Gluck pour sa voix poétique caractéristique qui, avec sa beauté austère, rend l'existence individuelle universelle. La poétesse américaine Louise Gluck, 77 ans, a remporté ce jeudi le très convoité prix Nobel de littérature, une récompense surprise couronnant son œuvre entamée à la fin des années 60. L'enfance et la vie de famille, la relation étroite entre les parents et les frères et sœurs sont une thématique centrale de son œuvre. Louise Gluck est la 16e femme à se voir décerner le prix d'un millésime 2020 des Nobel très féminins. Le vice-président américain Mike Pence et Kamala Harris, la démocrate qui brigue son poste, se sont affrontés mercredi sur la gestion du Covid-19 qui domine la campagne électorale lors d'un débat aux enjeux décuplés par les interrogations sur l'âge et la forme de Donald Trump et Joe Biden. Les Américains ont été témoins de ce qui est le plus gros échec de toute administration présidentielle dans l'histoire de notre pays, a lancé d'emblée la sénatrice démocrate de 55 ans qui serait la première femme à devenir vice-présidente des États-Unis en cas de victoire de Joe Biden le 3 novembre. Défendant au contraire les mesures de l'administration Trump, Mike Pence, 61 ans, a accusé Kamala Harris de saper la confiance des Américains dans un vaccin actuellement en préparation, alors que les démocrates accusent la Maison-Blanche de vouloir court-circuiter les procédures pour qu'un vaccin soit prêt avant le scrutin. Mike Pence a largement gagné à assurer sur Twitter Donald Trump, convalescent du coronavirus,
Kamala Harris, nous sommes tous fiers de toi, a tweeté de son côté Joe Biden. Dans les faits, le débat n'a pas fait émerger un vainqueur apparent au moment où le ticket républicain doit absolument refaire son retard de plus en plus marqué dans les sondages. Mike Pence est en effet depuis février aux commandes de la cellule de crise de la Maison-Blanche chargée de lutter contre le coronavirus. Il a rejeté une fois de plus la responsabilité sur la Chine, promettant de lui faire rendre des comptes. Voilà qui veut boucler cette édition de la mi-journée. Toute l'équipe technique se joint à moi pour souhaiter une très belle journée. À tout à l'heure. D'ici là, portez-vous bien.